Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du module 2 Dutch Vision Method. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment entraîner vos joueurs à jouer un football des plus offensifs et des plus spectaculaires. La Dutch Vision Method est de faire de vos joueurs des joueurs intelligents et créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points. Tout d'abord, nous allons nous attacher à apprendre l'art de poser les bonnes questions. Puis, nous allons voir l'importance de bien analyser le match pour planifier correctement et efficacement les séances d'entraînement. Enfin, nous verrons un exemple concret de l'analyse du match à la planification de l'entraînement avec des exercices. Commençons par l'art de poser les bonnes questions. Pourquoi poser des questions? Tout simplement parce que on ne retient que 10% de ce que l'on écoute. On ne retient que 35% de ce que l'on voit. On ne retient que 50% de ce que l'on écoute et ce que l'on voit en même temps. On retient 70% si on est dans la réflexion, si on communique. Et on retient à 90% si nous sommes dans la réflexion, dans la participation, mais également dans la pratique. Selon cette étude, un joueur qui va réfléchir par lui-même, qui va communiquer avec ses partenaires ou avec son coach pour proposer des solutions, pour résoudre les problèmes, mais surtout qui va être dans l'action, qui va mettre en pratique ses réflexions, retiendra 90% des informations qu'il a pu entendre ou donner à ses collègues ou ses entraîneurs. En conclusion de cette étude, si vous posez des questions à vos joueurs, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et vous donnent les solutions, il y aura 90% de chances que le joueur retiendra cette solution et la mettra en pratique. A l'inverse, si le joueur est inactif, c'est-à-dire que vous donniez les solutions, vous donnez des directives claires, le joueur est dans l'écoute, il ne retiendra que 10% de votre discours. Alors que s'il est dans la réflexion et dans la communication, dans le dialogue, puis il met tout ça en pratique, alors il retiendra 90%. L'objectif est clair. Il faut donner à vos joueurs la capacité à résoudre les problèmes. Comme l'a dit Louise Van Gaal, poser les bonnes questions améliorera chez vos joueurs la perception qu'ils ont des situations, des problèmes rencontrés sur le terrain. C'est-à-dire, en posant des questions à vos joueurs sur le problème rencontré, à les inciter à trouver les solutions, les joueurs s'approprieront le problème, en prendront conscience et s'attacheront à résoudre ce problème. C'est ce que dit Johan Cruyff. Ils vont prendre conscience qu'ils peuvent résoudre des problèmes par eux-mêmes. Ils vont donc se coacher mutuellement sur le terrain. Ce qui est un double avantage, puisque en posant des questions, les joueurs vont réfléchir par eux-mêmes, vont être plus créatifs, plus intelligents, mais cela va permettre aussi de créer un dialogue au sein de l'équipe. Et on sait que dans le football moderne, un des éléments les plus importants est la communication. Une équipe qui ne communique pas entre elles est en danger dans le match.
Les joueurs vont donc se coacher mutuellement sur le terrain, se parler, se replacer et vont s'aider à résoudre les problèmes. Pour finir, Hiddink a dit simplement que poser les bonnes questions motivera les joueurs à prendre leurs responsabilités de leur propre performance. Cela veut dire que les joueurs se poseront eux-mêmes les bonnes questions, se remettront en cause, et le fait de se remettre en cause améliorera considérablement leur performance. Alors, quel type de questions poser aux joueurs? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de ce chapitre 2 du module 2, la méthodologie du questionnement et les étapes clés. Alors, tout d'abord, vous remarquez un problème lors d'un exercice sur le terrain. Vous arrêtez le jeu. Vous commencez par des questions ouvertes, c'est-à-dire quoi, quand, où, qui, lequel. Donc, ça peut être des questions comme quel est le problème? Quand cela se produit-il? Dans quelle zone du terrain le problème survient-il? Quels joueurs sont à l'origine du problème? Quel est le rôle de l'adversaire dans ces problèmes? Toutes ces questions, ce ne sont pas des questions orientées. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions orientées et le joueur devinera la réponse à donner. On est dans la réflexion, le joueur ne retiendra que 60-70%. Or, si vous posez ces types de questions, vous arrêtez le jeu, admettant le joueur a essayé de se retourner, alors qu'il avait un adversaire dans le dos et que le jeu demandait à remise en arrière pour mieux repartir vers l'avant. Vous arrêtez le jeu, vous demandez au joueur qui a perdu le ballon, quel est le problème? Il va vous répondre, j'ai perdu le ballon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est produit? Il va vous répondre, j'ai perdu le ballon parce que j'essaie de me retourner alors que j'avais un adversaire. Ok, quel est le rôle de l'adversaire? L'adversaire, il va vous répondre, l'adversaire m'a mis la pression, j'ai pas pu me retourner. D'accord? Donc, vous pouvez lui poser une autre question du type, à ton avis, est-ce qu'il y avait une autre solution? Il va certainement vous répondre oui, et vous allez lui demander laquelle. Il va vous dire, bah, j'aurais pu remettre à tel ou tel joueur. Et donc là, vous allez lui dire, ok, donc qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la solution au problème? Il va vous dire, bah, quand j'ai le ballon dos au jeu ou quand j'ai un adversaire sur moi, il faut que je remise à un joueur libre en arrière. Ok, mais ce n'est pas fini. La deuxième étape dans l'art du questionnement est de demander pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois la réponse donnée par le ou les joueurs aux questions préalablement posées, c'est-à-dire les questions ouvertes, il faut poser la question pourquoi. Alors, pourquoi? Cela permettra aux joueurs de mieux retenir et développer l'intelligence statique. Demander aux joueurs le pourquoi de leur réponse les force à réfléchir et expliquer pourquoi ils ont joué de telle ou telle manière. Ils prennent alors conscience de leurs actes et réfléchissent de plus en plus sur leur jeu et celui de l'équipe. Ils deviennent alors plus intelligents et plus créatifs. Si on reprend notre exemple, la synthèse que vous donne le joueur est la suivante. Quand j'ai le ballon dos au jeu et la pression d'un adversaire dans mon dos, je remise. Et là, vous lui demandez pourquoi. Et là, en théorie, il doit vous répondre, par exemple, parce que si je me retourne, je risque de perdre le ballon. Et vu que je suis dos au jeu, je ne peux pas voir le jeu. Donc c'est dangereux. Voilà. Donc
vous commencez par poser des questions ouvertes. Quel est le problème? Quand le problème arrive-t-il? Où sont mes coéquipiers? Où sont mes adversaires? Il va vous répondre. Vous demandez quelle est la solution. D'accord? Vous faites une synthèse et après vous demandez pourquoi. Pourquoi cette solution? Bien, voyons maintenant la troisième partie de ce module 2, chapitre 2. Voyons concrètement à quoi ressemble la séance d'entraînement selon la méthode hollandaise préconisée par la Fédération hollandaise de football. Alors, comment elle se compose? Voici le contenu. La séance commence avec un échauffement sous forme de jeu. Elle se poursuit par un travail technique pour améliorer le T de TIPS. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait parlé des caractéristiques fondamentales à développer chez les joueurs pour jouer un football offensif et spectaculaire du type le Barça. TIPS pour technique, I pour intelligence, P pour personnalité mentale et S qui veut dire speed en anglais mais qui veut dire vitesse. Donc ici le T de technique, passe, dribble et tir. C'est les trois composantes préconisées par la KNVB, c'est-à-dire la Fédération hollandaise de football. Ensuite, après ce travail technique, on se dirige vers des jeux réduits pour développer des principes tactiques. Et enfin, on met en application les principes tactiques des jeux réduits ou la résolution de problèmes dans un match pour se rapprocher au plus près des conditions réelles du match. Alors, l'échauffement sous forme de jeu, ça peut être un taureau 4 contre 2, un taureau 5 contre 2. Je sais que chez les jeunes, par exemple au centre de formation de l'Ajax Amsterdam, ils utilisent un tag game. Alors, qu'est-ce qu'un tag game? C'est un jeu, par exemple, où 7 joueurs, par exemple, dans un espace de 30 mètres par 30 mètres, ont un ballon. Dans cet espace, les joueurs conduisent le ballon. Au coup de sifflet, 2 joueurs en dehors du terrain rentrent sur le terrain et chassent les joueurs avec le ballon avec pour objectif de dégager le ballon de chaque joueur en dehors du terrain. Et le joueur avec le ballon qui sera le dernier à rester à l'intérieur du terrain gagnera. Voilà, ce sont des petits jeux ludiques sans intensité énorme. Bien, voyons maintenant la troisième partie de ce module 2, chapitre 2. Voyons concrètement à quoi ressemble la séance d'entraînement selon la méthode hollandaise préconisée par la Fédération hollandaise de football. Alors, comment elle se compose? Voici le contenu. La séance commence avec un échauffement sous forme de jeu. Elle se poursuit par un travail technique pour améliorer le T de TIPS. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait parlé des caractéristiques fondamentales à développer chez les joueurs pour jouer un football offensif et spectaculaire du type le Barça. TIPS pour technique, I pour intelligence, P pour personnalité mentale et S qui veut dire speed en anglais mais qui veut dire vitesse. Donc ici le T de technique, passe, dribble et tir. C'est les trois composantes préconisées par la KNVB, c'est-à-dire la Fédération hollandaise de football. Ensuite, après ce travail technique, on se dirige vers des jeux réduits pour développer des principes tactiques. Et enfin, on met en application les principes tactiques des jeux réduits ou la résolution de problèmes dans un match pour se rapprocher au plus près des conditions réelles du match. Alors, l'échauffement sous forme de jeu, ça peut être un taureau 4 contre 2, un taureau 5 contre 2. Je sais que chez les jeunes, par exemple au centre de formation de l'Ajax Amsterdam, ils utilisent un tag game. Alors, qu'est-ce qu'un tag game? C'est un jeu, par exemple, où 7 joueurs, par exemple,
dans un espace de 30 mètres par 30 mètres en un ballon. Dans cet espace, les joueurs conduisent le ballon. Au coup de sifflet, deux joueurs en dehors du terrain rentrent sur le terrain et chassent les joueurs avec le ballon avec pour objectif de dégager le ballon de chaque joueur en dehors du terrain. Et le joueur avec le ballon qui sera le dernier à rester à l'intérieur du terrain gagnera. Voilà, ce sont des petits jeux ludiques sans intensité énorme pour échauffer le corps, pour mettre de la bonne ambiance dans la séance d'entraînement. Ensuite, le travail technique. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de circuits de passe. Les entraîneurs hollandais sont férus de ce type d'exercice. Ce sont des exercices de type passe bas, sous forme de triangle ou de carré, avec beaucoup de passes dans un espace délimité. Par exemple, ce triangle, entre par exemple le player 2 ici sur le terrain et le player 1, il doit y avoir 10 mètres. C'est-à-dire que les passes se font à une ou deux touches de balle, très rapides, de façon appuyée, et on peut voir par exemple dans le second schéma qu'il y a pratiquement 5 passes dans un petit espace. Et dans ce type de circuit, on retrouve des notions telles que le 1-2, le 1-2-3 et le jeu en triangle. Et les entraîneurs hollandais passent beaucoup de temps sur ces exercices, en font beaucoup, ou qui permettent de travailler le 1-2 et le jeu en triangle. Voici encore un exemple de travail technique sous forme de passe. Donc on peut voir ici qu'il y a 6 passes dans le schéma à gauche et dans le schéma à droite, il y a 7 passes. On peut regarder qu'il y a des composantes telles que, alors dans le schéma de gauche, il y a 2-1-2 avec un dédoublement dans le dos, 1-1-2-3. Dans le schéma à droite, il y a dédoublement dans le dos, contrôle orienté, 1-2, jeu à 3. Il y a énormément de principes tactiques dans ces exercices qui développent la passe, le contrôle de balle et le shooting. Alors le shooting, c'est les passes appuyées. La troisième partie de la séance d'entraînement, ce sont les jeux réduits. Alors, ça peut être tout type de jeu réduit. Ça peut aller du 1 contre 1, du 1 contre 2, du 2 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 1, du 3 contre 2, du 3 contre 3. À l'inverse, ça peut être du 2 contre 3, par exemple. Ça peut être du 4 contre 2, du 4 contre 3, du 4 contre 4, ou du 3 contre 4, ou du 3 contre 2, ou du 3 contre 4, 2 contre 4, pardon. 5 contre 2, 5 contre 3, 5 contre 4, 5 contre 5. L'idée est d'entraîner les joueurs en supériorité numérique, en infériorité numérique. Ces jeux réduits en supériorité ou en infériorité permettent l'acquisition plus facile des principes tactiques pour ensuite venir vers des jeux réduits à égalité numérique. Et le fait d'entraîner par petits groupes, donc en jeu réduit, pour les entraîneurs hollandais, enfin d'après les entraîneurs hollandais, facilite l'assimilation des principes tactiques ou facilite la résolution des problèmes rencontrés lors des matchs. C'est-à-dire que les entraîneurs hollandais analysent le match, en ressortent un problème, créent des exercices pour le résoudre, mais ces exercices se feront sous forme réduite par petits groupes pour qu'il y ait beaucoup de répétitions, pour que ça soit dans les conditions réelles de match, et pour faciliter l'assimilation des principes tactiques, puisque les joueurs seront par petits groupes. Enfin, la quatrième partie, le match. Ça peut être du 6 contre 4, du 6 contre 5, du 6 contre 6, du 7 contre 4, du 7 contre 5, du 7 contre 6, du 7 contre 7, ou encore du 8 contre 5, 8 contre 6, 8 contre 7 et 8 contre 8. Ici, ce n'est que la continuité des jeux réduits, c'est-à-dire que
les principes tactiques ou le problème travaillé dans les jeux réduits. Et bien maintenant, on va le travailler à plus grande échelle, par exemple avec un 7 contre 6 sur un demi-terrain, dans les conditions du match. C'est-à-dire que le problème que l'on voulait résoudre, on l'a entraîné dans un espace réduit pour que les joueurs aient le maximum de répétitions et assimilent facilement la solution au problème. Maintenant que les joueurs ont trouvé la solution, eh bien, on va transposer cette solution en conditions réelles de match sur un demi-terrain ou un grand terrain ou un trois quarts de terrain, mais avec plus de joueurs pour se retrouver, comme je viens de le dire, en conditions réelles de match. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. C'est cette troisième partie de cette vidéo, de ce chapitre 2. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que ça peut être compliqué. Je vais vous le mettre en téléchargement sur le site en dessous de cette vidéo. Vous pourrez donc télécharger un fichier PDF avec l'exemple concret de tout ce que vient de voir. C'est-à-dire que dans cet exemple, je vais vous raconter un problème que j'ai analysé lors d'un match. Vous allez voir comment j'ai créé les exercices et comment se déroule la séance d'entraînement. Je pense que ça sera plus facile pour vous que ça soit par écrit pour que vous puissiez l'imprimer et mieux l'analyser. Dans cet exemple que vous pourrez télécharger en bas de la vidéo, j'ai défini le problème. Le problème, observé lors du match, était une mauvaise coordination entre l'ailier et le latéral en phase offensive sur les côtés. Alors, ça se passait quand? Donc, en phase offensive, quoi? C'est-à-dire, quel est le problème? Eh bien, pas de soutien du latéral pour l'ailier lorsque ce dernier a le ballon. Il n'y a donc pas de dédoublement. Sur quelle partie du terrain? C'était essentiellement le latéral droit. Donc, quels joueurs sont concernés? L'ailier et le latéral droit. À partir de ce problème analysé et observé lors du match, vous allez voir dans l'exemple comment créer des exercices adéquats et comment l'intégrer dans la séance d'entraînement. Je vais donc rappeler dans cet exemple le problème. Il y aura une partie avec les exercices et la séance d'entraînement. Bien, ce chapitre 2 touche à sa fin. Je vous remercie encore de bien suivre ce Master Coach Elite. D'ici 15 jours, la troisième partie de ce module 2 et la dernière partie de ce module 2 sera en ligne. Nous allons voir la méthode des 4 contre 4, car aux Pays-Bas, on considère que pour bien entraîner les joueurs, pour que les joueurs soient plus intelligents, pour que les joueurs jouent mieux au football, il faut les entraîner comme si ils jouaient dans la rue lorsqu'ils étaient gamins. Et pour retrouver cette dimension de football de rue, on entraîne sous la forme des 4 contre 4. Alors, il y a plusieurs versions de 4 contre 4 pour entraîner différents types d'objectifs de principes tactiques. Et on verra lesquels et on décortiquera tout ça lors de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous d'ici 15 jours pour la méthode du 4 contre 4 pour clôturer ce module 2 et passer au suivant. Ça sera l'analyse de la méthode de José Mourinho. Dans tous les cas, je reste disponible. Vous pouvez m'envoyer un mail n'importe quand. Je vous répondrai si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt et bonne lecture de l'exemple concret.